Aussi spectaculaires que soient les résultats de l'expérience de Milgram ou de Zimbardo, ils n'en sont pas moins problématiques. D'un point de vue éthique, tout d'abord, il y a eu manifestement manipulation des volontaires dans l'expérience de Milgram, puisque celle-ci, soigneusement mise en scène, orchestrée, fut présentée comme une étude portant sur la mémoire et l'apprentissage, alors qu'il s'agissait d'interroger à leur insu des participants sur leur rapport à l'autorité. Impossible également d'évacuer d'un revers de main les écarts déontologiques de Zimbardo, ses errements, lui qui plaça les candidats, gardiens comme détenus d'ailleurs, dans des conditions de détention extrêmes, indignes et même dégradantes. D'un point de vue méthodologique, l'étude de Zimbardo ne s'en sort pas mieux non plus, car elle présente des biais sérieux de nature à remettre en cause les résultats produits, et notamment le fameux effet Lucifer. Zimbardo voulait établir un lien entre un contexte et une situation déshumanisante, anonymisante, et la violence libérée. Mais en annonçant les hypothèses et les objectifs de sa recherche, n'était-il pas en effet inévitable que le comportement des candidats soit faussé et orienté dans le sens désiré par l'équipe scientifique? Ainsi, la brutalité, la cruauté qu'ont montré les gardiens serait moins la résultante du contexte que l'effet d'une intériorisation d'un syndrome qui nous est bien connu à tous, et particulièrement à vous, les élèves, le syndrome du bon élève. Au lieu d'agir selon sa conscience, le volontaire fournissait donc une réponse qu'il jugeait opportune, réponse qui lui permettrait d'obtenir, pensait-il, ses 15 $ de dédommagement quotidien. En sociologie, on appelle ce phénomène une prophétie auto-réalisatrice, ou comment une définition fausse d'une situation donnée suscite un nouveau comportement qui la rend vraie. Mais alors que nous nous interrogeons depuis le début de ce cours sur les mécanismes de l'obéissance et de la servitude volontaire, et au-delà des points qui nous ont occupés ici, les débats méthodologiques et éthiques, ce sont les zones d'ombre de ces études qui vont éveiller notre curiosité maintenant et attirer notre intérêt. Pourquoi Zimbardo et Milgram n'ont-ils pas mis davantage en avant ceux qui ont refusé d'obtempérer, ceux qui n'ont pas suivi les consignes, les instructions, c'est-à-dire ceux qui ont adopté la position qu'on était en droit d'attendre, sinon d'espérer, de la part de chacun? Certes, les récalcitrants, les réfractaires, furent minoritaires chez Milgram, comme chez Zimbardo. Chez Milgram, 1/3 seulement des participants ont refusé d'aller jusqu'à infliger la décharge maximale, celle de 450 volts. Mais si l'on considère, comme l'ont fait d'ailleurs Milgram et Zimbardo, que les hommes qui ont laissé cours à leur libre pulsion sadique ou cruelle étaient et demeuraient marginaux et minoritaires, si l'on prend au sérieux les symptômes de mal-être et de stress engendrés chez les participants lorsqu'un ordre émis était contraire à leurs principes, à leurs valeurs, à leur conscience, à leur petite voix intérieure, alors il semble que tout devrait nous porter à désobéir. Tout devrait nous pousser à désobéir, et pourtant, la réalité observée dit le contraire. Qu'est-ce qui nous empêche de suivre notre pente naturelle et de nous révolter contre ce qui nous paraît injuste, immoral et, en dernier lieu, inhumain? Milgram et Zimbardo ont en quelque sorte, et sans le vouloir bien entendu, rendu l'obéissance acceptable, en négligeant les facteurs qui peuvent conduire à la désobéissance. Car pour questionner l'obéissance, sans la banaliser non plus, ne faut-il pas se déplacer et l'interroger depuis la position des minoritaires, depuis la position des objecteurs de conscience, c'est-à-dire depuis le choix du refus, depuis le choix de la désobéissance. Rappelons-nous ce qu'écrivait Étienne de la Boétie: si la servitude est scandaleuse, c'est parce que la nature nous a fait libres et disposés à défendre et à chérir cette liberté. Mais quittons à présent les rivages de l'expérience clinique de Milgram ou de Zimbardo et affrontons la question existentielle du choix et de la liberté en nous penchant sur un épisode de la grande histoire, un épisode qui a été relaté et documenté par l'écrivain et historien Christopher Browning dans un ouvrage qui est essentiel, Des hommes ordinaires. Durant la Seconde Guerre mondiale, de juillet 1942 à novembre 1943,
le bataillon 101 de réservistes allemands, formé de 500 personnes, fut impliqué directement et indirectement dans la mort de plus de 80 000 juifs sur le front de l'Est, en Pologne très exactement. Tout débute le 13 juillet 1942, lorsque les soldats reçoivent à Józef l'instruction de rafler les juifs et de fusiller les femmes, les enfants et les indigents. Rassemblant ses troupes, le commandant Trapp leur explique quelle est leur mission et la voix étranglée, les yeux pleins de larmes, leur laisse l'incroyable choix de se déporter, c'est-à-dire de s'écarter. Ceux qui ne souhaitent pas participer à cette opération sont invités à s'avancer et ne seront pas sanctionnés. Dans l'expérience de Milgram, les participants se soumettaient à une autorité qu'ils jugeaient légitime, celle scientifique. Ici, alors que l'autorité légitime, le commandant, expose ses états d'âme, seule une douzaine d'hommes firent un pas en avant. C'est étonnant. Parmi ces 500 réservistes allemands, d'âge mûr, issus de milieux populaires, peu d'entre eux étaient des fanatiques. Peu étaient des idéologues convaincus. Ils venaient d'une ville réputée libérale, Hambourg, et avaient été formés intellectuellement avant l'avènement du nazisme. Bref, il s'agissait d'hommes ordinaires. Mais le 13 juillet 1942, à Józef, ces 500 hommes, en ne sortant pas du rang, se muèrent en meurtriers de masse, basculant inexorablement du côté de la barbarie humaine. Comment peut-on expliquer cette réaction, ou plutôt cette absence de réaction, cette étrange apathie qui s'empare de ces hommes et qui altère leur discernement, leur jugement et leur pouvoir de décision, les empêchant d'aller dans le sens que devrait leur dicter leur conscience? À leur décharge, il faut rappeler qu'en 1942, ces soldats vivent une situation parfaitement exceptionnelle, au sens où elle fait exception. Ce sont des hommes ordinaires qui sont placés, somme toute, dans une situation qui ne l'est pas. Ils sont sur le front, ils sont face au danger, la mort est partout, elle est devenue banale. Ces hommes ne vivent-ils pas, pour reprendre une expression qui est employée par Christopher Browning, à un délire de champ de bataille? Leur discernement est altéré, la conscience de la souffrance d'autrui est neutralisée, les repères intimes et personnels sont bouleversés, les corps sont comme insensibilisés devant les drames, la barbarie, la sauvagerie. Dans ce climat de guerre, la doctrine et l'idéologie antisémite viennent en support pour conférer une grille de lecture idéologique et consolider la ligne de partage entre les ennemis, eux, les Juifs, et nous. Eux, ce ne sont pas des hommes, ce sont des Juifs. Or, les Juifs n'ont pas de droit, ce sont des parasites humains. Sans droit, ils n'appartiennent pas au nous, la communauté des hommes, ce sont des déjà morts, ce sont des morts en puissance. Pourquoi donc s'en préoccuper? Pourquoi se démarquer, faire un pas en avant? Pourquoi se démarquer et se faire remarquer et risquer de s'isoler du groupe pour des hommes et des femmes qui n'en valent pas la peine, puisque voués à la mort? L'idéologie fait écran au réel. Elle permet à chacun de mobiliser des arguments pour se disculper et pour ne plus voir. On se souvient de la bêtise, de l'incommensurable bêtise de Eichmann, c'est-à-dire son incapacité à penser pour l'autre à la place de l'autre. Si la situation est parfaitement incomparable, je vous rappelle qu'Eichmann était un bureaucrate, qu'il organisait la solution finale loin du champ de bataille, loin des camps de concentration, alors que les réservistes, eux, sont engagés sur le terrain et tiennent en joue des hommes et des femmes du bout de leurs baïonnettes. Malgré tout, ces derniers semblent également accuser un cruel déficit d'empathie. Déficit qui ne va faire que se creuser entre juillet 1942 et novembre 1943, grâce notamment au renfort de l'alcool qu'ils ingurgitent massivement pour supporter l'horreur. Prompts à s'apitoyer sur eux-mêmes, comme l'avait prédit Himmler, les bourreaux incriminent d'abord le bouc émissaire, le juif, pour ce qui les oblige à lui faire subir, lui transférant la responsabilité de sa propre mort, par une sorte de renversement pervers et totalement diabolique. L'immense majorité des réservistes ont donc suivi les ordres. Ils n'ont pas pensé à la portée de leurs actes, occultant et refoulant la possibilité qu'ils ont eue, au moins à un moment, d'agir autrement. Et une fois pris dans l'engrenage, le processus est inexorable.
Si l'individu commence à douter, il est déjà beaucoup trop tard pour rompre l'enchantement. Il lui faudrait maintenant faire preuve d'une force morale extraordinaire, supérieure, celle-là même qui lui avait fait défaut au moment décisif. Chacun de ces réservistes va s'enferrer un peu plus dans son erreur et, créateur infatigable de sens, va se montrer capable de s'auto-justifier pour se blanchir, pour éviter de s'effondrer psychiquement et éteindre la brûlure du conflit interne. Certains réservistes du bataillon 101 ont abattu des mères et sont allés jusqu'à justifier leur acte ainsi. Il est apparu insupportable à ces hommes de laisser la vie sauve à une mère privée de son enfant. Mais à l'opposé, ceux qui se sont occupés de fusiller les enfants ont fait valoir qu'il valait mieux un enfant mort qu'un enfant orphelin. Formidable, n'est-ce pas? Si l'on discerne un peu mieux ce qui s'est mis en place dans la tête des réservistes pour se justifier une fois que le pire est advenu, comment appréhender ce qui les a empêchés, dans un premier temps, en premier lieu, de se déporter, alors que le mal n'était pas encore commis? C'est le conformisme, l'effet de groupe et la crainte d'être stigmatisés qui ont agi sur eux comme des puissants inhibiteurs. Comme l'explique Michel Tereshchenko dans un si fragile vernis d'humanité, si plusieurs sujets se trouvent ensemble confrontés à une même situation, ils ont alors toutes les chances de rester passifs, de s'abriter derrière le « on », la masse totalisante où la responsabilité de chacun est diluée dans le sentiment d'appartenance au groupe. Plus fort que le conflit interne suscité par la tension entre les consignes, les ordres, les instructions et nos valeurs intimes, personnelles, il y a le conflit entre le groupe et soi. C'est donc le conformisme qui explique pourquoi une douzaine de soldats seulement se sont désolidarisés du groupe. Cela n'est pas sans rappeler une expérience menée dans les années 50 par Solomon Asch, expérience qui inspira d'ailleurs celle de Milgram. Deux feuilles sont présentées. Sur celle de gauche, une barre référence. Sur la feuille de droite, comme vous le voyez, 3 barres de longueur inégale. Combien de barres sur la feuille de droite ont la même longueur que la barre de référence? Facile, me direz-vous. Eh bien, lorsqu'un complice affirme qu'il y en a 2, le volontaire piégé aura 40% de chance de répondre également 2. Voici à l'œuvre le poids, la puissance du conformisme social. Il est difficile d'être soi face à la puissance totalisante du tous pour un et un pour tous. Comme le montre très bien d'ailleurs le film La Vague, où des adolescents, à peine plus jeunes que vous, sous la conduite de leur professeur, participent avec amusement d'abord à un atelier pratique sur le fascisme, avant de se retrouver progressivement réellement endoctrinés, fanatisés, enrégimentés. Et si la faculté de dire non est célébrée dans les publicités, les biopics, au cinéma ou dans la littérature, l'anticonformisme est dans la réalité beaucoup plus rare qu'on ne le voudrait. Et ce, parce qu'il suppose la conjugaison de 2 motivations et qualités antinomiques. L'empathie pour mon prochain, l'empathie qui, pour pouvoir se projeter dans l'action, doit être associée à une autre capacité, celle d'affirmation d'un jeu ferme, irréductible, singulier, c'est-à-dire la capacité à faire prévaloir à l'instant T l'idée que je me fais de moi-même sur les valeurs du groupe ou de la société. En d'autres termes, l'anticonformisme allie 2 qualités paradoxales. Penser pour les autres et penser contre les autres. Elle allie le sens de la responsabilité collective et l'esprit de dissidence.